Concevoir et réaliser des formes en volume, une forme d'expression artistique qui consiste à modeler, sculpter et tailler la pierre, le bois ou d'autres matériaux. La sculpture, c'est le sujet de cette émission et pour en parler, nous recevons Kafana Soro, sculpteur ivoirien sélectionné pour les Jeux de la francophonie à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. Bienvenue Soro Kafana. Merci beaucoup, André. Alors, vous venez d'une famille d'artisans, fils de forgeron, vous avez manipulé le fer, le bois. Pourrez-vous nous expliquer l'influence de ce vécu, donc autrefois, sur votre travail aujourd'hui? Merci. Tout d'abord, vu que ça a commencé tout petit, il n'y avait pas encore l'idée de savoir ce que ça allait m'apporter dans le futur. Et Dieu merci, aujourd'hui, en tant qu'artiste, ça m'apporte beaucoup parce que c'est en même temps la base de ce que je fais aujourd'hui. Et par exemple, le bois que j'ai utilisé avant et aujourd'hui, c'est pas pareil. Parce que le bois avant, je l'utilisais, je le taillais avec les herminettes. Et aujourd'hui, c'est avec la tronçonneuse. Tout qu'on fait, c'est le bois, mais le matériel de travail diffère. D'accord. Alors, à part le bois, est-ce que vous utilisez d'autres matériaux, d'autres supports de travail? Bien sûr, je touche un peu à tout au niveau de la sculpture. Mais pour le moment, je suis plus basé dans la sculpture sur bois. Pourquoi ce choix? Ce choix parce que d'abord, le bois est noble et il y a beaucoup plus d'histoire, par exemple, dans les pays africains ou par exemple dans la vie quotidienne des Africains. Le bois, par exemple, il y a une œuvre que j'avais sculptée que j'appelais le bois sacré. Et le bois sacré, en fait, c'est un peu l'histoire que l'Africain avait avec le bois. Je prends un exemple, les rois avant, vu qu'ils étaient les nobles, ils n'avaient pas le droit de venir divulguer, par exemple, leur histoire, leur vécu. Pourtant, ils avaient bien des histoires, ils avaient des problèmes. Donc, ils allaient dans la forêt et les arbres avec les creux, ils parlaient à haute voix dans le creux de l'arbre. Donc, ils confiaient leurs secrets à l'arbre, puisqu'ils ne pouvaient pas échanger avec les humains. Donc, ils échangeaient leurs secrets avec les arbres. Voilà. Donc, après, je me dis, c'est bien de travailler le bois parce que ça me donne encore beaucoup plus de contraintes. Parce que si tu rates des formes dans le bois, c'est fini. Donc, je me dis, c'est bien pour moi, ça me permet de... Ça vous rend plus pointilleux. Voilà, de beaucoup plus réfléchir, de beaucoup plus faire attention à ce que je fais. Et ça me fait du bien. Très bien. Alors, quelles sont les limites? Est-ce qu'il y a des limites à utiliser le bois comme matériau de travail? Je pense qu'il n'y a pas de limite. La limite va se poser au niveau de celui qui utilise le bois. Si, par exemple, on se dit, bon, tiens, tel type de bois, je ne peux pas le sculpter. Ça, c'est nous-mêmes notre propre limite. Mais le bois, on peut façonner le bois comme on veut. Et en respectant, bien sûr, les formes du bois et en respectant l'idée du bois. Alors, en ce moment, on est dans un monde où pratiquement tout est numérique et digitalisé, et même justement l'art aussi. Comment vous percevez ça? Bon, je pense que ça, moi, de mon côté, ça me fait du bien que tout soit comme ça, parce que si je suis dans mon atelier, je suis le seul visiteur de mon atelier. Et aujourd'hui, avec l'évolution, je peux être dans mon atelier et faire, par exemple, une story sur mon Instagram. Et ceux qui sont ailleurs peuvent voir ce qui se passe dans mon atelier. Donc, je pense que ça ne fait que faire du bien. Alors, vous irez à Kinshasa, donc bientôt, pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire en tant que sculpteur. C'est ça. Comment vous avez été sélectionné déjà? Bon, tout d'abord, il y a eu la présélection au niveau de la Côte d'Ivoire et j'ai été sélectionné. Après, il y a eu la sélection internationale où on était, comment on appelle ça? Il y a eu des jurys qui sont venus au niveau de l'international, un peu dans les autres pays, pour pouvoir voir un peu le travail et valider. Donc, c'est comme ça que j'ai été sélectionné. D'accord. Et on vous a sélectionné sur la base de quoi? Quel type d'œuvre vous avez présenté? C'est des œuvres en bois, mais en fait, c'est des œuvres, vu que je le dis, je travaille avec la tronçonneuse, donc il y a une grande pièce de 2 mètres
que j'ai présenté. D'accord. Voilà, et c'est comme ça que j'ai été sélectionné. Sur la base de cette pièce-là. C'est ça. Et qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que vous avez? Votre travail est abstrait, n'est-ce pas? C'est ça, le travail, il est abstrait. D'accord. Et du coup, c'était quoi la représentation de cette œuvre de 2 mètres? En fait, c'était un personnage qui laissait voir plusieurs personnages autour de lui. D'accord. Et le personnage, il avait une croix. Et le titre de l'œuvre était Le bois sacré. D'accord. Voilà. L'œuvre a été exposée, je crois, après à Paris, à Aka à Paris. Voilà. Ok. Ah oui, vous y étiez d'ailleurs en octobre. C'est ça. Octobre 2022. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous connaissez le contenu des épreuves à Kinshasa? Vous savez sur quoi vous allez être évalué? Je ne connais pas réellement le contenu, vu que c'est la première fois d'ailleurs pour moi de participer Au jeu de la francophonie. Je ne connais pas réellement ce que je vais réaliser ou qu'est-ce qu'on va nous demander de faire, mais je crois que je vais pouvoir m'adapter à ce qu'on va nous demander, vu qu'un artiste normalement doit puiser au plus profond de lui pour pouvoir donner ce qu'il a en lui. Et je pense que je pourrais m'adapter à tout ce qu'on va me demander. D'accord. Et parmi vos concurrents, je ne sais pas, vous les connaissez, les différents concurrents? Vos adversaires? Je ne connais pas tous les concurrents, je connais un seul. Mais je respecte tous les autres qui participent. D'accord. Et il utilise aussi la tronçonneuse ou c'est des méthodes différentes? Je crois que c'est des méthodes différentes, vu qu'au niveau de la sculpture, il y a l'installation, il y a la sculpture sur bois, il y a toutes sortes de sculptures possibles. Je crois qu'il y a certains qui font des installations, il y a d'autres qui font aussi la sculpture, mais pas forcément le bois. D'accord. Les installations, c'est quoi? C'est des pièces qu'on assemble ou c'est... Oui, c'est des pièces qu'on assemble. Ça peut être la céramique, ça peut être aussi le bois récupéré, ça peut être des fers, des barres de fer assemblées. Voilà. D'accord. Alors, que représentent aujourd'hui les Jeux de la francophonie pour vous? Les Jeux de la francophonie, pour moi, c'est une expérience. Parce qu'en tant qu'artiste, ce sont ces événements qui nous font. Donc, pour moi, c'est une expérience, c'est aussi une possibilité pour moi d'évaluer ce que je peux faire au niveau de la sculpture. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ces Jeux-là? Je dirais, en fait, motivé, c'est pas, vu que, comme je l'ai dit, c'est des événements qui nous font, nous les artistes. Et je me suis dit, il faut que je participe aux événements quand même importants pour essayer de me faire un peu un chemin au niveau de l'art. Et là, aujourd'hui, comment vous vous préparez? Est-ce que vous avez établi un programme de préparation bien particulier par rapport à ces jeux-là ou vous êtes relax, vous attendez juste que le départ arrive Je crois que je suis relax, je dors, je réfléchis, je dessine comme d'habitude, je fais des dessins et en fait, c'est l'évolution de ces dessins et de mon repos qui me permet après de travailler. Parce que je vais collaborer avec le bois que je vais trouver au niveau du Congo. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas décrire tout ce que je vais faire au niveau du Congo. Il faut que je voie le bois et en fonction du bois que je vais trouver là-bas, dialoguer avec le bois et savoir ce que je peux réaliser dans le bois. Vous dialoguez avec le bois? Oui. Comment? Dialoguer avec le bois, comme je suis pas le responsable du bois. Le bois existe avant moi. Et je suis obligé de comprendre le bois, de savoir quelle forme je peux retrouver dans le bois. Et c'est en fonction de ça que je dessine à la tronçonneuse. Et après, le travail évolue. Parce que et j'ai aussi des limites, par exemple, que je peux être en train de travailler sur un bois ou sur une œuvre et après, j'ai plus d'inspiration pour cette pièce-là. Donc, je suis obligé de l'arrêter ou d'arrêter de travailler sur cette pièce et commencer une autre. Donc, quand je travaille, il y a toujours le bois qui va suivre, est toujours à côté de moi. Quand je fais ma pause, je commence à peut-être toucher le bois, à regarder les formes qui sont ou qui peuvent sortir dans le bois. Et quand vous arrêtez, par exemple, de travailler sur une œuvre, vous revenez dessus ou c'est fini, vous abandonnez? Bien sûr, je reviens. C'est compliqué à expliquer parce que je peux être en train de travailler sur une pièce et une autre pièce qui a été déjà réalisée, je peux peut-être voir une forme
qui ne m'arrange pas. Et tant que je ne règle pas ce problème-là, je ne peux pas continuer sur l'autre. C'est comme si c'était un blocage. Un blocage. Voilà. Donc, vous allez voir que je travaille sur le nouveau bois, mais je vais refaire un retour sur l'ancienne pièce. Je vais essayer de refaire les formes et revenir sur l'autre pièce. Donc, c'est un peu comme ça. D'accord. Et est-ce que vous avez essayé de vous documenter, enfin de savoir un peu comment ça se passe au Congo, quel type de bois ils ont en général, qu'est-ce qu'ils utilisent, enfin les sculpteurs là-bas, quel type de bois ils utilisent pour essayer de vous faire une idée? Je me suis renseigné, il y a le weke, le bois weke qui est un bois un peu foncé. Il y a le bois d'ébène. Et puis, je crois on peut trouver aussi l'iroko, mais pas beaucoup. D'accord. Ça voilà. C'est des types de bois que vous avez déjà travaillé, qui existent ici ou qui sont... Bon, je crois que les noms aussi diffèrent en fonction des pays. D'accord. Voilà. Mais je pourrais m'adapter au bois que je vais trouver là-bas. Très bien. Ouais. Et alors, aujourd'hui, la sculpture en Côte d'Ivoire, comment ça se passe? Est-ce qu'on a beaucoup de sculpteurs? Est-ce que vous avez beaucoup de clients, par exemple, des gens qui demandent des œuvres? Comment ça se passe? Les sculpteurs, nous ne sommes pas nombreux. Mais au niveau de la clientèle, je crois que chacun est libre de venir apprécier et savoir si il peut acheter, par exemple, une pièce de Soro ou peut-être d'un autre artiste sculpteur. Mais moi, ma priorité, c'est de me libérer d'abord. Parce que, comme je l'ai dit, en atelier, il y a des énergies, par exemple, que je peux dégager. Tant que je ne finis pas de travailler, c'est compliqué de chercher, par exemple, ou de dire il y a tel client qui doit passer, acheter telle œuvre. Donc, quand je finis et je fais une exposition, c'est au cours de l'exposition, par exemple, qu'on peut trouver des acheteurs. D'accord. Voilà. Venir, par exemple, en atelier, acheter une pièce, je crois que c'est les anciens, ceux qui ont déjà acheté des pièces, ou ceux qui ont entendu parler de mon travail, ou du travail d'un autre artiste, sculpteur, c'est ceux-là qui viennent dans les ateliers. Alors, ça paraît un peu mystique, tout ça, cette histoire de parler au bois, d'énergie dans l'atelier et tout, non? Non, je pense pas. C'est pas mystique, c'est en fait, chacun a son énergie et je pense que chez vous aussi. Et nous, on travaille beaucoup avec notre intuition. C'est pas... Il faut chercher à comprendre ce que l'autre vit et ne pas prendre une position directement par rapport à ce qu'on pense. Nous, on sort des trucs qui sont invisibles. On travaille l'invisible. Donc, c'est des idées qui sont en nous, qu'on présente au public. Donc, on ne peut pas juste se lever un matin et puis commencer à sculpter à la tronçonneuse parce qu'on a envie de sculpter à la tronçonneuse. Donc, c'est pas mystique, mais c'est seulement qu'on essaie d'aller au-delà des idées des autres. Alors, en parlant de tronçonneuse, la tronçonneuse, c'est quand même assez impressionnant. Le bruit que ça fait, la force que ça demande, parce que bon, je vois, j'en ai jamais soulevé, mais je vois les gens porter des tronçonneuses, ça n'a pas l'air très léger. C'est ça. En plus, ça m'a l'air un tout petit peu dangereux quand même, c'est pas très prudent. Comment vous faites? Est-ce que vous avez déjà eu un accident? Est-ce que ça ne vous a pas fait peur la première fois d'utiliser la tronçonneuse? Bon, déjà, la première fois, c'était avec mon formateur. C'était pas dangereux. Tout d'abord, j'ai monté parce que je le regardais monter la tronçonneuse, démonter, remonter. Il fallait nous montrer cette étape. Et après, il y a la chaîne qui est quittée. Donc, moi, je suis allé, j'ai démonté et j'ai replacé. Mais j'ai pas bien serré parce que je me disais, si je serre, je risque de foirer les dents des vis. Donc, j'ai juste serré légèrement et j'ai laissé. Et c'est pas moi qui devais travailler avec la tronçonneuse, j'avais une Française qui devait travailler avec la tronçonneuse. Et quand elle a commencé à travailler sur le bois, ça s'est démonté et la chaîne est sortie directement. Et ça, c'est très dangereux. Oui, en plein... Oui. Vu que la chaîne tourne et c'est très dangereux. Et là, le formateur, il a crié, qui a fait ça? Donc, tout de suite, j'ai dit, c'est moi. Donc, heureusement, il ne m'a pas crié dessus. Il m'a dit, OK, la prochaine fois,
voici comment il faut prendre, voici ce qu'il faut faire pour ne pas que ça arrive, parce que si ça arrive, c'est dangereux. Oui. Voilà. Et puis ce jour jusqu'aujourd'hui, je pense que ça va. Jamais eu Pas d'incident, non, pas d'accident. non. C'est très bien. Alors, on est presque au terme de cette émission. Est-ce que, si vous avez la possibilité là maintenant de parler à des jeunes frères qui aimeraient suivre votre chemin, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Bien sûr, je leur dirais de s'engager, que je ne dirais pas que c'est la meilleure voie, parce que c'est pas parce que moi je fais des expositions que celui qui va venir va faire des expositions. Mais je dirais de suivre son intuition et que, en fait, c'est pas forcément la fonction publique qui va nous donner quelque chose. Il faut qu'on soit créatif nous-mêmes, il faut qu'on soit dans l'entrepreneuriat, parce que ça va nous faire du bien. Moi, j'aime beaucoup ma liberté, je ne veux pas qu'on m'enferme dans mes idées et aussi dans le travail. Donc, je les encourage surtout à venir à l'INSAC faire une formation ou à entrer en contact avec des artistes qui existent, que ce soit un artiste peintre, un artiste sculpteur, graveur, tout. Ils peuvent entrer en contact avec ces artistes-là pour avoir beaucoup plus d'informations. D'abord, les informations pour voir si c'est le meilleur choix qu'on veut faire. Et après, il y a les réseaux sociaux, on peut aller sur certaines pages pour avoir beaucoup plus d'informations aussi. Et pourquoi pas se former même sur des sites. Maintenant, pour la pratique, ils peuvent venir à l'INSAC. Il y a des étudiants qui sont là, qui sont talentueux. Ils pourront leur donner aussi d'autres idées. Je les invite à venir aux expositions. Est-ce qu'il y a des femmes qui font de la sculpture? Il y a des femmes qui font de la sculpture, mais en Côte d'Ivoire, pour le moment, on n'a pas encore... Oui, en Côte d'Ivoire, voilà. Non? On n'a pas encore des femmes qui... Si, il y a des femmes sont spécialisées. Voilà, il y a des femmes qui sont dans la formation au niveau de l'INSAC. D'accord. Mais on n'a pas encore des femmes au niveau de la sculpture des expositions. D'accord. Ouais. On espère que ça viendra. On espère. Très bien, merci beaucoup Soro Kafana d'être passé sur ce plateau. Nous vous souhaitons une bonne chance à Kinshasa. Nous espérons que vous amènerez une médaille d'or. Bien sûr, c'est mon souhait. Alors, merci à vous chers téléspectateurs. L'information continue sur cette info.